J'ai commencé ce livre on peut dire ça de deux façons. Soit je l'ai commencé à la mort de ma mère, et même pendant les jours de la mort de ma mère. Et puis je l'avais commencé auparavant dans la suite de la guerre en Ukraine. Enfin, c'est-à-dire que ça faisait depuis février 2022, j'avais commencé à faire des voyages, des reportages en Géorgie, en Ukraine, parce que j'essayais d'écrire quelque chose sur cette guerre, sur mon rapport et celui de ma famille avec la Russie, mais c'était quelque chose d'assez... enfin, dont je pensais que ça allait aboutir à quelque chose, mais je ne savais pas du tout quoi. Je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Et puis là-dessus est survenue la mort de ma mère, puis celle de mon père, et ces deux choses se sont télescopées d'une façon très... qui allait un peu de soi, quoi, parce que c'est raconter la vie de ma mère, ce à quoi j'ai pensé très tôt, c'est aussi raconter l'histoire de notre rapport avec la Russie, de la famille, voilà. Alors, il faut dire que beaucoup de choses qui composent ce livre ont des raisons objectives de se trouver ensemble. Maintenant, il y a beaucoup de choses digressives, choses comme ça, qui sont... oui, ça c'est mon plaisir. Oui, c'est mon plaisir d'écrivain de faire que se trouvent sous la même couverture des choses dont on se dit qu'a priori elles ne devraient pas aller ensemble, quoi. Je veux dire, l'histoire d'un clochard qui vous dégueule dessus dans un cinéma d'épouvante et de la fin de l'Union soviétique, oui, c'est pas nécessairement, ça s'associe pas nécessairement, mais ça, justement, mettre ça dans le même flux narratif, c'est ce que j'aime faire. C'est un plaisir. Bah, c'est un livre qui a une double chronologie. Là, il y a une chronologie qui est celle, enfin, qui s'étale sur un siècle, 4 générations, qui est l'histoire d'une famille. Ça commence en 1921, quand l'Union soviétique met la main sur la Géorgie et que mes arrière-grands-parents géorgiens s'en vont, prennent les chemins de l'exil. Et ça va jusqu'à 23, quoi, la mort de mes parents. Et puis il y a une autre chronologie qui s'y superpose, qui est celle en fait de l'écriture, quoi, qui commence avec la guerre en Ukraine et qui prend fin quand le livre s'est terminé, c'est-à-dire au début 25. Donc ça c'est environ. Il y a donc une chronologie d'un siècle et une chronologie de 3 ans à peu près. En gros, et là, c'est bien. Moi, j'aime bien avoir deux temporalités parce que ça permet de jouer, de créer des échos, tout ça, c'est très... de faire des courts-circuits, des raccourcis, des choses comme ça. Il me semble malgré tout que le livre émane d'une espèce de source lumineuse qui est la mort de ma mère, qui a été... qu'il a montré à son plus haut, et dans cette mort a d'une certaine manière couronné sa vie, quoi, montré ce qu'elle avait de meilleur, sa dignité, sa noblesse, sa tenue. Et donc, bon, j'allais pas en faire une sainte de vitrail, quoi. Mais j'ai l'impression que le livre baigne dans cette lumière-là, et par ailleurs, oui, ça montre je dirais pas ses petitesses, parce que c'était pas tellement de petitesses, mais ses raideurs, sa propension à mentir, en tout cas sa mauvaise foi, tout ça, voilà. C'était pas un personnage, c'est un personnage coriace, ma mère. Le livre couvre 4 générations. Plusieurs personnes m'ont dit qu'il aurait gagné à ce qu'il n'en couvre que 3. Parce que la première, c'est un peu loin. Forcément, c'est des gens qui n'auront pas vraiment de rôle dans la suite du livre, tout ça. Mais je suis pas d'accord. Je pense que j'ai vraiment besoin de cette première génération et que donc celle des arrière-grands-parents, celle qui se déploie en gros dans les années 20 jusqu'à la guerre.
J'aurais pu avoir un début plus où on rentre plus a priori dans le vif du sujet, alors que là c'est un peu comme une randonnée qui commence par une pente un peu raide. Mais j'ai l'impression que c'est plus fort une fois à l'arrivée. Qu'à l'arrivée, on se retourne sur ce qu'on a lu et qu'il y a une ampleur qui est beaucoup, beaucoup plus grande que si j'avais commencé, disons, non pas après la Première Guerre mondiale, mais après la Seconde. Le père de ma mère était géorgien, il appartenait à une famille de la petite bourgeoisie intellectuelle, qui étaient en même temps les gens qui étaient un peu les forces vives du pays, quoi. Et celles qui étaient, au fond, des gens qui représentaient une espèce de lutte d'intellectuels d'un pays colonisé contre le pays colonisateur, qui était la Russie. Et de l'autre côté, du côté de sa mère, était d'une famille de la haute aristocratie russe, mais aussi allemande, enfin vraiment le Gotha. C'était vraiment des mondes absolument différents. S'il n'y avait pas eu la révolution russe, il n'y avait aucune raison que mes grands-parents soient connus. Et même s'ils s'étaient croisés, la mésalliance aurait été tellement inimaginable, encore une fois, que ça ne serait pas allé plus loin. C'est pourquoi mon oncle disait quelquefois à sa sœur, ma mère, qu'ils étaient tous les deux des enfants de Lénine, en ce sens que s'il n'y avait pas eu la révolution russe, s'il n'y avait pas eu Lénine, eh ben leurs parents ne se seraient jamais rencontrés, et donc n'auraient pas existé. Alors ma mère ne trouvait pas ça drôle du tout quand il disait ça, mais il avait absolument raison. Alors il faut dire une chose, c'est que oui, ma mère a fait une carrière, enfin c'est très tôt, a commencé à faire une carrière très brillante alors qu'elle venait d'un milieu pauvre, elle était apatride, tout ça. Mais je peux... elle venait aussi d'un milieu qui était très cultivé, quoi, donc son mérite est moins grand que si ses parents avaient été analphabètes, quoi. Je veux dire, je veux pas du tout diminuer ce mérite, mais elle venait d'un monde de livres, de culture, voilà. Oui, alors mes parents, effectivement, ils se sont rencontrés très jeunes, à peu près à 20 ans, à Bordeaux. Mon père était un jeune bourgeois bordelais qui était a priori, enfin, on voyait, il avait une voie a priori tracée, quoi, et puis il rencontre cette jeune fille pauvre, apatride, avec un nom impossible, tout ça, et je pense qu'il avait déjà l'impression, je pense, en tombant amoureux d'elle, et aussi du monde dont elle était issue, du monde qu'elle incarnait, c'est-à-dire cette aristocratie déchue, pauvre, mais à ses yeux d'autant plus romanesque. Mais il avait déjà une espèce d'impression certainement de sortir des clous, quoi. Et au fond, il ne pouvait pas imaginer où l'entraînerait ce choix amoureux, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il en a terriblement bavé. Le couple de mes parents a été un couple très douloureux, et c'est lui qui a été la victime, quoi, là-dedans. Mais je pense, il n'est pas là pour me le confirmer, mais je pense qu'au fond, il aurait échangé cette place-là pour rien au monde, même si elle était très douloureuse à tenir. De ces deux figures masculines qui ont... mon oncle Nicolas, qui est le frère cadet de 8 ans de ma mère, qu'elle a protégé de la disparition de leur père, de la mort prématurée de leur mère, mais pour le protéger, elle lui a quand même beaucoup menti. Et au fond, il s'est quand même pas mal construit dans une grande tension par rapport à ça, avec sa sœur, en lui étant reconnaissant de l'avoir plus ou moins élevé, mais en même temps en lui en voulant beaucoup. Et moi, je suis assez tôt, dès l'adolescence, devenu très très proche de lui, qui est toujours une des personnes qui me sont le plus chères. Donc, il y a lui et mon père, qui est aussi une figure... je dirais autant ma mère... je dirais, accrochait et recherchait la lumière, autant mon père était dans l'ombre, tenait ce rôle qu'il lui-même appelait un rôle de prince consort,
Je pense que l'ombre lui convenait, ça valait mieux parce qu'il n'avait pas le choix. Et en tout cas, moi, écrivant le livre, j'ai eu l'impression, et ça a été une surprise, une des surprises de ce livre, une surprise heureuse, j'ai eu l'impression de le faire sortir de cette ombre, quoi, de le faire entrer dans la lumière. Il y a une phrase que je cite à un moment de Marguerite Yourcenar, à qui je me réfère, parce que j'aime beaucoup les récits des récits sur l'histoire de sa famille qu'elle a écrit à la fin de sa vie, Archives du Nord, Souvenirs pieux. Elle dit, je ne sais même plus à propos de quoi, elle dit « Je n'écris pas cela pour déplaire, mais pour regarder en face ce qui est ». Et je trouve que c'est une déclaration de principe qui est simple et juste et qui me convient. Bon, il y a une forme d'autoportrait. Enfin, disons qu'il y a un autoportrait en tant que narrateur, il y a un autoportrait en tant que personnage, mais qui ne suit pas vraiment au centre du livre. Donc c'est pas... Finalement, dans tous les livres que j'écris, je suis présent, mais le curseur varie. Il y a des livres complètement autobiographiques, ce qui est le cas d'un roman russe ou de yoga. Il y a des livres comme Limonov, où je suis bien sûr présent comme narrateur, mais pas tellement plus. Celui-là, le curseur, il est plus... Ouais, je suis pas mal là, quoi. Mais c'est aussi ça, c'est vraiment des trucs sur lesquels je ne m'interroge pas. Enfin, c'est pas du tout prémédité. Ça vient comme ça. Et ces petits chapitres, j'ai commencé à faire ça dans yoga. Je l'ai fait dans V13, je le fais là. Je ne sais pas si je le referai, mais le fait est que ça me plaît. Je suis très content dedans. Alors donc c'est des petits chapitres qui ont particularité que c'est des paragraphes, quoi, aussi. Il n'y a pas d'alinéa. Ils sont donc compacts. Ils sont de durée variable, ça peut être 5 lignes, ça peut être 5 pages. Et c'est titré. Et d'abord, ça m'amuse, j'aime bien faire ces titres. J'aime bien la table des matières à laquelle ça aboutit. Là, je ne sais pas, je crois qu'il y en a 220, et ça veut dire que cette table des matières fait 6 ou 7 pages. Mais j'aime beaucoup ça, je trouve que j'aime bien l'idée que le lecteur puisse... au fond, une fois terminé le livre, en prolonger, s'il le veut, un peu la lecture, idéalement le plaisir, en parcourant cette table des matières. Comme ça, c'est comme si ça faisait une espèce de visite rétrospective en accéléré. Non, c'est une forme que je trouve agréable. Ça fait des petites unités maniables qui peuvent correspondre au travail d'une journée. Je me dis, à la fin d'une journée, je suis content, j'en ai fait un comme ça, il tient debout. Et puis après ça, il va y en avoir. Non, je verrai combien de temps elle durera, mais pour le moment, elle me plaît, cette forme. Dite rétrospective, en accéléré. Non, c'est une forme que je trouve agréable, ça fait des petites unités maniables qui peuvent correspondre au travail d'une journée. Je me dis, à la fin d'une journée, je suis content, j'en ai fait un comme ça, il tient debout. Et puis après ça, il va y en avoir. Non, je verrai combien de temps elle durera, mais pour le moment, elle me plaît, cette forme. Je ne sais pas si c'est facile de traiter tout ça ensemble, mais c'est agréable. C'est-à-dire que j'ai pris un immense plaisir à le faire. Bien sûr, de temps en temps, ça me donnait un peu de fil à retordre, mais en fait pas tant que ça, tout ça est venu assez naturellement. C'est vraiment un livre écrit sans... c'est curieux parce que c'est un livre de deuil, hein, aussi, mais c'est un livre écrit sans... en fait sans vraie difficulté, sans souffrance, dans une espèce de mouvement assez naturel et assez... me sentant porté, quoi. En même temps. En même temps, je fais partie des gens de plus en plus nombreux convaincus que nous approchons d'une catastrophe historique sans précédent, l'effondrement de notre civilisation si on est optimiste, et si on est pessimiste, l'extinction de notre espèce. Si c'est vrai, si c'est vraiment cela qui est en train de se passer, quel sens y a-t-il à écrire sur autre chose ? Face au fait que nous sommes 8 milliards sur Terre, au désastre écologique irréversible, à la crise migratoire, face à l'intelligence artificielle qui va nous avaler sans même nous laisser le temps de nous en rendre compte,
face accessoirement à la fin de la démocratie et de toutes nos valeurs à nous occidentaux. Je dis accessoirement parce qu'en dehors de nous, personne ne semble voir cela comme une grande perte. Est-ce que face à tout cela, ce n'est pas être complètement à côté de la plaque d'écrire sur sa petite vie finissante, sur sa petite famille, sur la jeunesse de ses parents? À ma décharge, je ne fais pas que cela, et je sais en commençant ce livre qu'il y sera beaucoup question de l'Ukraine et de la guerre féroce qui mène la Russie, car la Russie, pour le meilleur et le pire, est pour moi une affaire de famille, notre axe vertical à nous. Mais les derniers mois de mes parents, mais l'abîme de temps qui me sépare du petit garçon que j'ai été dans les années 60, éperdu de joie quand sa mère lui souriait depuis les marches en céramique bleue de la piscine de Caser-sur-Garonne, cela a beau être infime, ce n'est pas dérisoire. Ce que nous aurons connu sur notre petit arpent de terre et nul autre, dans notre petite bande de temps et nul autre, dans le petit être qu'il nous a été assigné d'habiter et nul autre, le monde peut crouler, et de toute évidence il croule, cela reste le métier des gens comme moi d'en rendre compte. Alors puisqu'ils sont morts et tant que je suis vivant, je le fais. Transfert. J'ai passé une trentaine d'années sur des divans d'analystes. Ma position là-dessus, aujourd'hui, ressemble à celle des anciens communistes devenus des anticommunistes, d'autant plus virulents que leur croyance a été grande. Un phénomène qu'observe l'ancien communiste devenu anticommuniste est celui-ci. Confronté aux échecs patents du communisme partout où on l'a appliqué, le communiste les explique invariablement par le fait qu'on n'a pas poussé assez loin l'expérience, ou qu'elle n'a pas été menée dans les bonnes conditions, ou qu'elle a été sapée par des ennemis du peuple, au lieu d'aller à la conclusion naturelle, si le communisme, dans 100% des cas, ne produit que des tyrannies sanguinaires, ce n'est pas une succession d'accidents fâcheux, mais sa nature même. Ainsi raisonnent aussi les psychanalystes. Si la psychanalyse, au bout de 15 ans, n'a en rien allégé vos misères, c'est la preuve qu'il faut faire 3 séances par semaine au lieu de 2. Ce qui n'empêche pas Marx et Freud d'être des penseurs géniaux et de grands écrivains. J'ai dit que, formée par Maxime Rodinson, ma mère était à sa façon marxiste. Rien ne lui était plus étranger, en revanche, que le freudisme, ni plus adverse. Au contraire de la mère juive qui rayonne de fierté en disant « Mon fils, il m'aime tellement qu'il paye quelqu'un 3 fois par semaine pour lui parler de moi », elle pensait que j'allais voir quelqu'un pour lui dire du mal d'elle. Elle pensait que l'analyse était une machine à entretenir la plainte et la rancœur, et au fond ne se trompait pas tellement. Mais il y a une dimension de cette pratique qu'elle ne soupçonnait pas, et qui est peut-être la plus profonde intuition de Freud. Ce qui s'est joué dans nos relations enfantines avec nos parents, nous passons notre vie à le rejouer avec nos objets ultérieurs d'attachement. Nos amours et nos haines, le mélange des deux qui tissent nos vies, reproduisent l'amour et la haine très anciens que nous avons portés à nos parents. J'ai beaucoup ressassé sur le divan l'épisode que je viens de résumer et que ramassent ces 2 images. Ma mère au téléphone, derrière les vitres du salon, son regard inquiet et même hostile vers moi, son geste impatient pour me dire « va-t'en », et dans l'entrebâillement de la porte de sa chambre, mon père couché, prostré, un bloc de souffrance et d'effroi. Cette souffrance effroyable me fait horreur. Je suis prêt à toutes les cruautés pour ne pas suivre mon père dans l'enfer de l'abandon. Freud dit aussi ceci. Un rapport sain et équilibré avec les parents, pour autant que cela existe, produira un adulte sain et équilibré, capable, ainsi Freud décrit-il les critères de la santé psychique, d'aimer et de travailler. Je simplifie, mais si je décris honnêtement les constantes de ma vie psychique, le bilan est sombre. Travailler, bon, ça va, j'ai toujours pu. Avec des doutes, des découragements, des pannes qui ont pu durer des années quand même. Mais c'est ce qui a donné forme à ma vie et en fait autre chose qu'un échec. Mais aimer, établir des relations confiantes et stables avec autrui. Par autrui, j'entends mes compagnes. Je pense être un bon père et un ami passable. Mais dans le couple, c'est tôt ou tard la déroute. Non pas que je sois incapable d'amour, mais l'homme aimable et aimant que je peux être, très sincèrement et parfois pendant plusieurs années, peut du jour au lendemain se transformer en étranger glacial, hostile. La vie avec moi, ce sont les montagnes russes et les sables mouvants. Vient un moment, toujours, où on ne sait plus qui on a devant soi, et je ne le sais pas moi-même. Ou plutôt si, je le sais très bien. Je suis le visage de ma mère qui se détourne sans appel, je suis la détresse sans fond de mon père. Chapeau, ça. Nous partions en vacances en voiture, qui a été une Aronde puis une Tonus. Sur la route de Caser, nous faisions étape à Brive-la-Gaillarde, à l'hôtel du Chapon Fin,
2 étoiles, et cette odeur si caractéristique du petit déjeuner dans les hôtels de province, mélange de café filtre et de thé en sachet poussiéreux, qu'on verse indifféremment dans le même récipient. J'adorais ce voyage, cette halte. Je ne me rappelle curieusement que des arrivées de nuit. Mes sœurs et moi étions recouverts sur la banquette arrière d'une vieille couverture écossaise, cela aussi est curieux en plein été. Nos parents parlaient à mi-voix, à l'avant. Je faisais semblant de dormir. Il pleuvait rarement, mais s'il pleuvait et que les chuintements des essuie-glaces nous berçaient, c'était encore mieux. Une fois garés sur le parking de l'hôtel, nos parents, pour ne pas nous réveiller, nous portaient jusqu'à la réception, puis dans l'escalier jusqu'à notre chambre. Si je dois garder un son de mon passage sur terre, c'est celui-ci, le crissement du gravier sous les pas de mon père, qui me porte une nuit d'été sur le parking de l'hôtel du Japon fin.